Bonjour à tous, il est 13 h. On regarde ensemble les titres de l'actualité de ce 12 février. Ahmed Bakayoko sensibilise à la cohésion sociale. Le Premier ministre était face aux leaders d'opinion pour une rencontre d'échange et de partage à Bobo, commune dont il est aussi le premier magistrat. Le chef du gouvernement a appelé à l'union, à la paix des filles et fils avant la tenue des élections législatives du 6 mars prochain. Le ministre de la Réconciliation nationale multiplie les échanges avec toutes les couches sociales de la population, mais aussi avec les institutions. Kwadio Konambertin était à Sakassou où il est allé recueillir les bénédictions de la reine des Baoulés avant de mettre en mission les chefs traditionnels de la localité. Et puis un mois après l'assaut du Capitole, l'ex-président américain est jugé au Sénat pour incitation à l'insurrection. Une condamnation pourrait permettre de le rendre inéligible à tout futur mandat fédéral. Avec des preuves à l'appui, l'accusation démocrate a conclu jeudi soir un argumentaire poignant avant de céder la place ce vendredi aux avocats de Trump dans un procès qui s'annonce expéditif. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Le Premier ministre et chef du gouvernement a rencontré dans la commune d'Abobo plusieurs leaders d'opinion. Ahmed Bakayoko les a invités à faire en sorte que la paix règne avant, pendant et après les élections législatives qui se tiendront le 6 mars prochain. Le compte-rendu d'Éric Goré. À quelques semaines des élections législatives, Ahmed Bakayoko, Premier ministre de Côte d'Ivoire et maire de la commune d'Abobo, ne veut pas rester silencieux. Le chef du gouvernement ivoirien s'implique résolument dans la recherche de la paix et de la cohésion sociale. Il s'est rendu à Abobo pour commencer cette initiative. Et la cible est bien trouvée. Les chefs traditionnels, les chefs coutumiers, les guides religieux. En clair, les garants de la tradition et les guides spirituels. Le Premier ministre leur a demandé de prôner la paix dans leurs différentes communautés. Un message reçu avec beaucoup de satisfaction. Ce fut une rencontre très intéressante qui fut très enrichissante également pour nous. Au point de vue que vous savez que la commune d'Abobo, c'est une commune cosmopolite. Plusieurs communautés se retrouvent, plusieurs confessions religieuses se retrouvent. Et donc, le vivre ensemble est une réalité aujourd'hui à Bobo. Nous sommes obligés de vivre ensemble. Nous sommes obligés d'éduquer les enfants. Nous sommes obligés de se parler, de manger ensemble. Nous nous félicitons de l'initiative incessante que prend le président de la République à l'effet d'amener les Ivoiriens à s'accorder, à vivre ensemble, à mener la même bataille, à comprendre que la nécessité la plus absolue, c'est de conserver l'unité nationale. Après les têtes couronnées et les responsables religieux, Ahmed Bakayoko a rencontré la jeunesse. Je voulais souhaiter que toutes les communautés s'impliquent pour qu'ici à Bobo, tout se fasse dans la paix, dans l'esprit de fraternité, l'esprit de concorde qui nous a toujours animés. Donc je voulais cette rencontre pour vous dire que je suis impliqué à vos côtés. Ici à Bobo, tout se passe dans l'esprit que nous avons construit, c'est un esprit de famille. La politique ne doit pas nous diviser parce que justement, nos priorités sont ailleurs. Nos priorités ici à Bobo, c'est plus de solidarité, aider les plus faibles, aider ceux qui ont des problèmes. Vous savez que nous venons de très loin, mais chacun de vous est témoin, comme on dit ici, un peu en avance. Débuté par la commune d'Abobo, ce message de paix et de cohésion du Premier ministre de Côte d'Ivoire va toucher très bientôt les autres communes du district d'Abidjan pour des élections apaisées. Et toujours dans un élan de solidarité, le ministre de la Réconciliation nationale était à Sakassou, au siège du royaume baoulé. Kwadio Konambertin a confié sa mission à Nana Akwabouni II, la reine des Baoulés, et à l'ensemble des 39 cantons. En retour, le défenseur de la Réconciliation nationale a reçu la bénédiction de la reine et des chefs traditionnels. Le ministre Kakabe a ensuite mis en mission les chefs baoulés et leur a demandé de créer une atmosphère propice à la réconciliation et la paix pour une Côte d'Ivoire unie. Le reportage de Soro Corona. Sakassou, siège du royaume baoulé.
Les chefs cantons et des tribus sont venus des 39 cantons du pays baoulé. Les têtes couronnées répondent ainsi à l'appel du ministre de la Réconciliation nationale, Bertin Konan Kouadio. Ce déplacement à Sakassou est empreint de symboles. Bertin Konan Kouadio est venu confier sa mission de réconcilier le peuple ivoirien à la reine Nana Akua Boni II, reine des Baoulés et aux 39 cantons baoulés. Désormais, c'est la reine qui est le vrai ministre de la Réconciliation nationale, puisqu'elle a accepté. Chers parents, le président m'a nommé ministre de la Réconciliation, mais je ne peux pas faire ça sans vous. Je suis venu vous confier la réconciliation nationale. Nana Akua Boni II et l'ensemble des chefs des cantons ont donné leur bénédiction au ministre de la Réconciliation nationale. Nana Ngoran Kofi II a, au nom du peuple baoulé, assuré Bertin Konan de leur disponibilité à l'accompagner dans sa mission. Mieux, tous les chefs des villages vont porter les messages de paix, de réconciliation et du vivre ensemble dans leur localité. Nous demandons à tout un chacun de vous, à tous les chefs, dès qu'ils rentrent chez eux, pour qu'ils puissent prôner cette réconciliation, cet amour du pardon des uns et des autres. Bertin Konan Kouadio exhorte la jeunesse du pays baoulé à donner l'exemple de la paix et de l'unité retrouvée en favorisant des élections législatives apaisées. Pour le ministre, l'heure est au pardon et à la réconciliation. Quels que soient les problèmes qu'on a pu se créer ou qu'on a pu vivre, on finira un jour par faire la paix, par nous entendre, par nous pardonner. Le temps du pardon est arrivé. Bertin Konan Kouadio est ministre de la Réconciliation nationale depuis le 15 décembre 2020. Il a pour mission de ramener la paix dans le cœur de tous les Ivoiriens. Retour à Abidjan où la commission centrale de la CEI, la commission électorale indépendante, a tenu une assemblée générale extraordinaire hier jeudi au siège de l'institution. L'assemblée générale a vu l'élection de Bamba Siaka au poste de 4e vice-président de l'institution et de Soumaïla Doumbia au poste de 2e secrétaire adjoint. Ainsi, l'institution compte désormais 16 commissaires centraux, y compris 8 membres du bureau. Les explications de Sidonie Davila. Deux nouveaux membres font leur entrée au sein de la commission centrale de la CEI. Siaka Bamba et Soumaïla Doumbia, désormais membres à part entière après leur prestation de serment. Le 29 janvier dernier au Conseil constitutionnel, ils ont été présentés officiellement aux autres membres. Deux postes à pouvoir au sein de cet organe décisionnel. Monsieur Siaka Bamba est donc élu 4e vice-président de la commission électorale indépendante jusqu'au renouvellement du bureau. Monsieur Doumbia Soumaïla est donc élu 2e secrétaire adjoint de la commission électorale indépendante jusqu'au renouvellement du bureau. Pour marquer cette présence officielle, ils ont reçu les documents afférents à leur mission de commissaires centraux de la CEI. Notre mission est une mission de sacerdoce. C'est vrai que nous avons été désignés par des partis politiques, mais à partir d'aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire que nous servons. Nous avons ce que nous appelons une sorte d'obligation d'ingratitude vis-à-vis de ceux qui nous ont envoyés ici, mais une mission de rester indépendant et impartial, n'est-ce pas, dans le jeu politique et dans le jeu électoral. C'est ce que nous ferons. Nous attendons de la rigueur, qui est la leur d'ailleurs, parce que n'oublions pas que M. Siaka Bamba est un ancien de la maison. Et tout comme aussi M. Doumbia, peut-être qu'il n'est pas ancien de la maison, mais il fait preuve de détermination, laissant présager qu'il va faire preuve de rigueur dans l'exécution de sa mission. Composée de membres permanents et de membres non permanents, la commission centrale de la CEI compte 16 membres. On ouvre à présent le dossier de RTI 1. Dans moins d'un mois, les Ivoiriens seront appelés à renouveler leurs représentants à l'Assemblée nationale. Sur 1266 candidats validés, on compte plus de 600 candidats indépendants qui affichent leurs ambitions de siéger au Parlement. Les candidats indépendants à l'assaut de l'hémicycle, c'est le dossier politique proposé par Alexis Ouedraogo. Les indépendants à l'assaut de l'hémicycle. Si on en dénombrait 31 en 2011, en 2016, ils étaient 75 dès l'annonce des résultats. Pour 2021,
combien siégeront-ils à l'hémicycle? Ibrahim Kamaté, la quarantaine révolue, est candidat indépendant pour les législatives du 6 mars. Une décision prise de concert avec le mouvement citoyen dont il est membre. Pour eux, les politiques proposées par les partis depuis de longues années ont échoué. On constate que les leaders s'arrangent entre eux et quand ça ne va plus, on appelle le peuple à la rescousse. Donc c'est ce peuple-là, déçu, qui décide de partir seul, être la quatrième voie pour pouvoir changer les choses. Chefs d'entreprise, journalistes, commerçants, enseignants, étudiants et parfois même sans emploi, les candidats indépendants entendent bien jouer leur partition. À un moment donné, on s'est dit qu'on peut apporter quelque chose. La construction de l'édifice ne se passe pas seulement dans les partis politiques. Chacun doit apporter sa pierre à la construction de l'édifice ivoire. Dans le cadre de la séparation des pouvoirs, il est plus intéressant que l'Assemblée nationale soit envahie par des indépendants ou même les partis d'opposition, de sorte à pouvoir véritablement discuter les projets de loi qui sont soumis par le gouvernement. Des propos diversement appréciés. Les indépendants, ils donnent un signal aux partis politiques pour dire que les organisations politiques ne sont plus fiables. Quand un parti a décidé de boycotter pendant longtemps des élections et puis après revient tout de go, on ne sait plus les raisons pour lesquelles ce parti revient. Quand aussi le parti au pouvoir a choisi ses candidats et que le candidat, lui, pense que c'est lui qui était le meilleur choix et que ce n'est pas lui qui a été choisi, il s'érige en indépendant. Le mouvement qui porte Ibrahim veut poser la rupture, une voie vierge à l'hémicycle. Nous constituons la quatrième voie. Nous constituons cette voie-là qui veut se départir, veut dire des arrangements politiques et pouvoir résoudre les problématiques des populations. Une volonté de rupture pourtant frappée de suspicion. Et pour cause, les candidatures d'indépendants lors des élections locales sont monnaie courante dans les formations politiques. Indexés, les rejets de dossiers de candidature par les comités électoraux internes. En 2016, plusieurs candidats élus sous la bannière d'indépendants avec de bons scores n'ont pas hésité à remettre leur mandat à leur formation politique d'origine. La trahison n'est pas bonne. Toi, tu dis que tu es candidat indépendant et après tu te rallies. Non, il faut rester indépendant. C'est un peu comme trahir ceux qui t'ont choisi parce que quand tu partais, tu ne leur disais pas que tu allais changer rapidement de camp comme ça. Au sein des partis politiques, les appréciations sont diverses. Si on distingue clairement deux types d'indépendants, ceux motivés par le rejet de leur candidature et ceux dits libres, il n'en demeure pas moins un contre-pouvoir. Les résultats des indépendants vont permettre à l'opposition, en tant que parti politique, de revoir leur méthode de travail et aussi au pouvoir de revoir sa méthode de travail. Et de savoir qu'il n'y a pas seulement que par les partis politiques on peut faire l'animation politique. Sur le sujet, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix se veut plus ferme. Quand on est indépendant, qu'on est issu d'un parti et qu'on décide d'affronter le candidat de son parti, cela veut dire qu'on est un indiscipliné. Le parti a fait signer au candidat sous sa bannière un engagement à ne pas se présenter en indépendant en cas de rejet de candidature. Si quelqu'un décide d'être candidat contre le gré de son parti, bon, il s'en va. Mais une chose est sûre, c'est que l'artillerie RHDP va se ranger derrière le candidat du RHDP. Pour la plateforme EDS, peu importe les dissidences au sein des partis, il faut aller aux élections. L'essentiel, c'est que le peuple fasse son choix librement et que ce choix soit respecté et non dévoyé et qu'enfin on se retrouve dans une assemblée qui est le reflet du peuple de Côte d'Ivoire. L'UDPCI, qui a fait les frais de la pluralité des candidatures indépendantes par le passé, exhorte lui au consensus. C'est un phénomène dangereux pour les partis et évidemment il faut faire en sorte de parler au cadre du parti pour dire que tous ne peuvent pas devenir donc députés en même temps. Profiter des failles et mésententes au sein des partis politiques en vue de ravir des sièges à l'hémicycle. Les 688 candidats indépendants à l'assaut des 255 sièges de l'hémicycle rééditeront-ils l'exploit de 2016 ou feront-ils mieux? Rendez-vous est pris pour le 6 mars prochain.
Le dossier politique d'Alexis Ouedraogo a retrouvé sur toute notre plateforme de diffusion. Autre chose à présent, la cellule genre du ministère de la Défense a été officiellement installée par la directrice de l'équité et du genre du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Une rencontre au cours de laquelle les parties prenantes ont appelé à réduire les inégalités sociales, économiques et politiques entre l'homme et la femme. Sephora Zegui. Sur 30 000 agents des forces armées de Côte d'Ivoire, l'on dénombre 623 femmes. Une inégalité que le ministère de la Défense et celui en charge de la femme veulent réduire en installant une cellule genre au sein des armées. Le concept genre donc permet la prise en compte des besoins sexo-spécifiques des hommes et des femmes et permet de réduire les inégalités de genre. Les valeurs qu'il promeut sont l'égalité, l'équité et la justice. La mission essentielle de ces points focaux, veiller à l'intégration de l'approche genre et développement dans les politiques, programmes et projets du ministère de la Défense. La responsable de cette cellule nouvellement installée entend mener des réflexions avec son équipe pour faire bouger les lignes au sein des forces de défense et de sécurité. Pour la première année, ce que nous avons décidé, c'est faire beaucoup plus un renforcement des capacités. De nos points focaux genre, mais également de nos femmes militaires. Rien que pour l'installation de la cellule, nous avons beaucoup de nos chefs qui étaient présents aujourd'hui pour nous soutenir. Donc je sais que beaucoup de choses vont bouger. Au nom du ministre de la Défense, le général de division Mambi Koné s'engage à travailler à réduire les inégalités qui existent au sein des armées de Côte d'Ivoire. Le cabinet du ministre, conscient que vos préoccupations s'inscrivent dans la logique de la politique de développement de notre noble et prestigieuse institution, va œuvrer pour faire des graines que vous avez semées, des plantes solides qui croissent et produisent des fruits durables. C'est en 1970 que les femmes font leur entrée pour la première fois dans l'armée ivoirienne. Depuis cette date, la promotion des femmes dans les armées connaît un essor. Ainsi, de 1,72% de femmes militaires en 2016, l'on est passé à 2% en 2020. De 0,2% de femmes gendarmes en 2016, elles ont atteint les 1,12% en 2020. Et on se rend maintenant à Korogo où le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a procédé hier jeudi à l'ouverture officielle de la clinique AIBF. La clinique mettra un point d'honneur à sensibiliser au problème de la mortalité maternelle et de grossesse précoce. Elle va aussi offrir également des services de gynécologie et de consultation prénatale. La correspondance d'Ami Sissoko. Lily, c'est votre fille. Elle a 14 ans et elle est tombée enceinte. Et c'est sa mère qui a occasionné cela. Freiner les grossesses non désirées et les décès maternels, leitmotiv de l'AIBF, Association ivoirienne pour le bien-être familial, depuis sa création en 1979. Pour mener à bien sa mission dans le Nord, elle ouvre officiellement une clinique à Korogo, la 8e du genre dans le pays. Bâtie sur une superficie de 4500 m², cette infrastructure offre plusieurs services cliniques, notamment la gynécologie, les consultations prénatales et postnatales, les accouchements et le dépistage du VIH. L'AIBF est présente dans le Poro depuis 1986. Pour l'année 2020, l'AIBF de Korogo a offert précisément 108 246 services de santé sexuelle et reproductive, services cliniques. Parrain de la cérémonie, le directeur des affaires extérieures de la présidence de la République, Amadou Coulibaly dit Ams, traduit la reconnaissance de la famille Gon Coulibaly au gouvernement pour cet édifice dont l'espace a été offert par l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaolé, a, au nom du président de la République, Alassane Ouattara, qui le représentait, salué l'engagement de l'AIBF à rapprocher davantage les services de santé des populations. Consciente de sa place de pionnière en planification familiale et en tant que partenaire essentiel dans le domaine de la santé et de la reproduction en Côte d'Ivoire, la mission de l'AIBF est d'offrir des services de santé reproductive de qualité, de défendre et promouvoir le genre et les droits sexuels sur toute
et tous. La nouvelle clinique AIBF à Korogo a nécessité un investissement de plus de 460 millions de francs CFA, un financement de l'État de Côte d'Ivoire et de l'Agence française de développement. Face à la Covid-19, notre responsabilité individuelle et collective est engagée. On fait le point de la situation au 11 février 2021. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier, jeudi 11 février 2021, 286 nouveaux cas de Covid-19 sur 3467 échantillons prélevés, soit 8,2% de cas positifs, 416 guéris et 2 décès. À la date du 11 février 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 30 526 cas confirmés, dont 28 736 personnes guéries, 171 décès et 1619 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 375 487. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique vous informe que le virus circule activement dans notre pays et le recommande à toute la population le port de masques dans les lieux publics et les transports en commun afin de stopper la transmission du virus. Et on continue à parler de la maladie à coronavirus avec ce constat à Bouaké de nos correspondants Yasmine Aka et Larsen Thio. Dans la région de Bouaké, les voyageurs ne respectent aucune mesure barrière afin de tenter de freiner la propagation de la Covid-19, toute chose qui inquiète les responsables locaux du transport. On regarde ce reportage. À Bouaké, ils sont de moins en moins nombreux à respecter les mesures prises par le gouvernement pour stopper la propagation du coronavirus. Dans les gares routières et marchés, les gens se côtoient nez à nez, sans masque, ni gel désinfectant ou s'être lavé les mains. Des scènes surréalistes en pleine pandémie du coronavirus, bafouant ainsi les mesures barrières de lutte contre cette pandémie mondiale. Depuis certain temps, nous assistons à non-respect du port de masque dans le milieu du transport. Les passagers, vraiment, ils ne respectent pas. Les gens trouvent que non, ça les étouffe. Des attitudes qui deviennent une source d'inquiétude pour ceux qui sont encore conscients des risques encourus. Chez nous ici, nous exigeons un dispositif de lavage des mains. Ensuite, tout client qui vient acheter un ticket, à la montée doit obligatoirement avoir un masque. Face à cette situation alarmante, les responsables locaux du transport appellent au strict respect des mesures barrières. Distribution et port obligatoire de cache-nez avant de monter dans un véhicule de transport en commun. Ces responsables insistent sur le fait que la pandémie du Covid-19 n'est pas terminée. Pis, des variantes du coronavirus sont apparues récemment dans certains pays dans le monde. À partir de maintenant, dans tous nos gares, tous nos véhicules, les clients, quand vous venez, chacun cache-nez avant de prendre la voiture pour aller à votre destination. Celui qui n'en a pas, il ne montera pas dans nos véhicules. Vu donc la recrudescence et la puissance qu'a prise donc cette pandémie, et il est très important que nous revenions pour la sensibilisation donc de nos usagers de la route, et de nos voyageurs et surtout de nos gestionnaires de gare. Selon les statistiques, la Côte d'Ivoire comptait, à la date du lundi 8 février, 142 nouveaux cas de Covid-19 sur 1845 échantillons prélevés, soit 7,7% de cas positifs, 205 guéris et 3 décès. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique recommande à toute la population le strict respect des mesures barrières, notamment le lavage des mains, le port de masques dans les lieux publics et dans les transports en commun, pour stopper la transmission du virus. Et alors que le Conseil de sécurité des Nations Unies va débattre de la distribution des vaccins dans les pays à son agenda la semaine prochaine, c'est de Genève que s'organise la plateforme COVAX et son fonds ACT, des initiatives créées au sein de l'ONU mais qui peinent à atteindre leurs objectifs. Pour l'instant, seulement 39 millions de doses ont été administrées, même s'ils visent d'ici la fin de l'année plus de 2 milliards de doses distribuées. Cela couvrirait 20% de la population, mais on est vraiment loin des 70% nécessaires selon l'OMS pour se débarrasser de la pandémie.
On reste dans l'univers médical avec des soins médicaux offerts par la Fondation Didier Drogba aux enseignants, aux élèves, mais aussi aux parents d'élèves du groupe scolaire Sainte-Foy dans la commune d'Abobo. Une opportunité de prise en charge sanitaire que les bénéficiaires n'ont pas boudé en se déplaçant massivement. C'était mercredi dernier. On regarde le reportage de Didier Nguessan. Une salle de classe transformée en cabinet médical pour la circonstance, celle d'offrir gratuitement des consultations ophtalmologiques, des soins dentaires et de dépister les maladies cardiovasculaires. Une prise en charge sanitaire de la Fondation Didier Drogba et de son partenaire médical, l'ONG ASA, qui soulage les élèves et enseignants. Les lunettes coûtent naturellement cher, mais avec l'initiative de la Fondation, nous aurons des lunettes à notre portée. Je suis très content. Je félicite les initiateurs de cette opération. J'invite même toutes les populations à venir assister, à venir se faire visiter. Cette action sociale vise à rendre plus accessibles aux populations les soins de santé spécialisés. Nous allons donner, après les consultations ophtalmologiques ici, aux alentours de 150 paires de lunettes aux enfants malvoyants. L'ex-footballeur international a rendu visite aux patients. Les enfants se battent, ils ont envie de réussir. Donc nous sommes là pour les encourager et c'est la raison de notre présence ici aujourd'hui. Être capable de leur apporter un soutien, que ce soit moral ou même sanitaire ou même au niveau de l'éducation, pour qu'ils puissent continuer à apprendre dans de très bonnes conditions, pour accompagner cette jeunesse et puis la faire rêver et lui faire comprendre que oui, la personne que vous applaudissez et que vous acclamez, vous aussi vous pouvez y arriver. La clinique mobile sillonnera les zones rurales afin d'assister médicalement les couches sociales les plus vulnérables. Et on se rend maintenant dans le village de Guépaouo, dans le département d'Oumé, où le ministre de l'Hydraulique vient de procéder au lancement des travaux de construction d'un château d'eau, un réservoir multivillage qui va alimenter 6 localités environnantes du village de Guépaouo. Coût de réalisation, 1,8 milliard de francs CFA. De retour de Guépaouo, voici le reportage de Jean-Marc Djadji. Guépaouo, village situé à près de 40 km d'Oumé, région du Ga. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, lance les travaux de réalisation du château d'eau multi-village de la localité. Les populations de cette zone s'alimentaient en eau potable à partir de pompes à motricité humaine usées par le temps. Ces pompes ne pouvaient plus couvrir leurs besoins en eau potable qui se lèvent à 573 mètres cubes par jour. Le problème de Guépaouo, c'est le château d'eau. Chaque année, il y a un enfant qui tombe dans le puits. Nous, on remercie le président Alassane Ouattara pour que le château d'eau qu'il a fondé à Guépaouo, nous tous, on est contents. Nous sommes partout et avec ce manque d'eau potable, vraiment c'était des difficultés. Nos femmes avaient parfois ce manque-là. Et pour nous avions toujours souhaité que ce château arrive pour sauver la vie des fonctionnaires dans cette zone. Le château d'eau multivillage de Guépaouo va desservir en eau potable les localités environnantes de Sakaouo, Digbowo, Donsaouo, Douagbo et Bodiba dans un rayon de 5 km. Ce projet d'un coût global de 1,1 milliard de francs CFA est entièrement financé par l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons une population de 30 000 habitants, mais qui n'ont pas de l'eau. Et ils vivent avec les pompes à motricité humaine, ce n'est pas suffisant. Et normalement, dans le programme, une population qui atteint 30 000 habitants, ce n'est pas avec les pompes à motricité humaine. C'est avec un système d'adduction d'eau. Et le président nous a instruit de faire en sorte que les 200 sous-préfectures qui n'ont pas encore d'adduction en eau potable, nous puissions prendre des dispositions pour les desservir. La durée d'exécution des travaux est de 8 mois. Le château d'eau de Guépaouo permettra de produire 780 mètres cubes par jour pour les populations de la sous-préfecture.
Et on termine ce point d'information aux États-Unis où les démocrates ont achevé hier, jeudi 11 février, de présenter leur argumentaire à grand renfort de tweets et d'extraits de discours parfois anciens. Ils ont pendant 3 jours présenté l'ex-locataire de la Maison-Blanche comme une menace pour la démocratie. Ils ont surtout tenté de démontrer qu'ils savaient parfaitement que ces mensonges et ces remarques enflammées conduiraient ses partisans à la violence le 6 janvier dernier. C'est désormais au tour des avocats de la défense d'entamer leur plaidoirie ce vendredi. Pour les démocrates, il s'agit bien d'empêcher Donald Trump de retourner un jour à la Maison-Blanche. Et ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 20h avec Kolo Koulibaly. Merci de rester sur RTI 1. Je vous dis à bientôt.